Quand on regarde du football, on le fait grâce aux médias. Quand on s'informe au sujet du football, on le fait aussi grâce aux médias. Et le problème, c'est que les médias, ils nous ont mis certaines idées dans la tête qui ne sont pas correctes. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Récemment, je regardais une conférence de presse de Marcelo Bielsa dans laquelle il disait que les médias en football avaient une influence immense sur la pensée des gens. Si les gens pensaient comme ils pensaient, c'était de la faute des médias. Au début, je trouvais que c'était un peu exagéré comme pensée, et puis j'ai réfléchi et je crois que je suis plutôt d'accord. Ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Alors, il faut que je précise deux choses d'emblée. C'est pas du tout une vidéo pour critiquer massivement les médias, pour dire que ce qu'ils font c'est nul. Pas du tout. D'ailleurs, je pense que les médias n'ont jamais été aussi importants. On n'a jamais eu autant besoin des médias qu'actuellement. Et puis la deuxième chose, c'est que moi j'adore les médias. J'en consomme énormément. Il y a des très bons journalistes dans tous les médias. J'ai beaucoup de plaisir à les suivre. Là n'est pas la question. En fait, je pense qu'en ayant une approche critique de notre façon de parler football, on y gagne tous. La première idée, c'est une idée qui parle de l'envie. Cette idée selon laquelle si une équipe a davantage envie de gagner un match que son adversaire, elle va le remporter. Et de même, si une équipe a perdu un match, c'est qu'elle avait moins envie de le gagner que son adversaire. L'envie, ce serait la variable explicative pour expliquer les succès d'une équipe. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment que vous avez besoin de courir, évidemment que vous avez besoin d'être agressif. Quand on voit Mourinho dans le documentaire de Tottenham qui parle d'agressivité, c'est pas pour rien. Quand Unai Emery dit que le Real et le Barça en Liga, des fois, lèvent le pied dans certains matchs et ça se sent, évidemment que c'est une influence. Mais vous ne gagnez pas des matchs grâce à l'envie. Vous ne gagnez pas des matchs grâce aux kilomètres parcourus. Vous ne gagnez pas des matchs parce que vous mettez le pied. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Un exemple assez parlant. En 2019, le Real fait une saison horrible et justement on les accusait de ne plus avoir envie, d'avoir gagné tellement de titres qu'ils n'avaient plus la motivation. Et Raphaël Varane disait mais non, on ne s'est jamais autant donné durant cette saison, on n'a jamais autant couru et pourtant on n'arrivait à rien, on arrivait tard sur chaque ballon. C'est un très bon exemple parce que ça montre que si vous êtes mal positionné, si tactiquement vous n'êtes pas bon, si les relations de vos joueurs sont pas bonnes, vous pouvez avoir toute l'envie du monde, jamais vous pourrez remporter le match. Soit dit en passant, cette idée selon laquelle les joueurs n'auraient pas envie, elle est fausse. Les joueurs, c'est des personnes ultra compétitives, même perdre lors d'un jeu banal, ça leur pose problème. C'est James Milner qui disait dans son livre que de toute sa carrière, il a côtoyé qu'un seul joueur qui se satisfaisait de prendre son chèque à la fin du mois et qui se donnait pas vraiment. Tout le reste, c'était de grands compétiteurs et de grands professionnels. Et en fait, j'ai l'impression que la mobilisation de ce terme, l'envie pour expliquer les succès ou les échecs d'une équipe, c'est une façon de ne pas parler de football. Comme si le football n'était pas technique, n'était pas tactique, n'était pas complexe. Quand on parle de basket avec les systèmes, quand on parle de hockey sur glace avec les situations de power play, quand on parle de football américain où la stratégie elle est centrale, c'est des sports où on est obligé de parler de ce qui se passe sur le terrain, on est obligé de parler de quelque chose de concret, de tactique, de jeu, d'intelligence de jeu, d'aptitude technique. Mais en football, on fait comme si tout s'expliquait grâce à l'envie. Et il y a une autre chose dont j'ai l'impression, c'est que ça rentre vraiment dans cette narrative qu'on a un peu dans notre société où si tu crois en toi, si tu as envie vraiment d'obtenir quelque chose, tu vas l'obtenir. Quelque chose de très 21e siècle je dirais, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de gens qui se donnent à fond, il y a plein de gens qui ont vraiment envie de quelque chose, qui font les efforts, mais au final ils n'y arrivent pas pour des circonstances X ou Y. Et ben dans le football, c'est exactement la même chose. Beaucoup d'autres variables rentrent en jeu pour expliquer le succès. Une autre idée qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des entraîneurs qui privilégient le style au résultat. S'ils ont bien joué à la fin du match, ils sont contents, même s'ils ont perdu. Et non, ça n'existe pas. Encore une fois, les entraîneurs, eux aussi, ils sont hyper compétitifs et ils sont là pour gagner. Le style, c'est qu'un moyen rationnel d'arriver au résultat. Le résultat n'est que la conséquence de l'application d'un style. Et d'ailleurs, les entraîneurs qu'on accuse souvent de privilégier le style au résultat, ils en sont parfaitement conscients. Pep Guardiola, je vous avais déjà parlé de cette phrase où il dit « Je déteste le tiki-taka ». Je déteste le tiki-taka, ça vaut rien du tout. C'est juste avoir le ballon pour avoir le ballon. Ça aussi, cette idée qu'il y a des entraîneurs qui se contentent d'avoir la possession, qui sont très contents d'avoir la possession indépendamment du score, ça n'existe pas. Guardiola d'ailleurs, lors de sa présentation à Manchester City, il dit « On n'est pas là pour faire du beau football, on est là pour gagner ». Mais, encore une fois, un certain type de football est un moyen pour arriver à la victoire. Et puis d'ailleurs, une autre chose, on parle du style Guardiola, du style Klopp, du style Pochettino, mais est-ce que ça existe des entraîneurs sans style? Non, il y a des entraîneurs qui peuvent mal jouer au football, mais tous les entraîneurs ont un style de jeu, tous les entraîneurs font jouer leur équipe
d'une certaine manière. Cette idée de style, elle nous permet de faire la transition vers la troisième idée, une idée que mon ami Edu a combattue avec beaucoup d'investissement émotionnel, cette idée selon laquelle il existerait deux types d'entraîneurs. D'un côté, les entraîneurs pragmatiques, Deschamps, Villas-Boas, Sam Allardyce. De l'autre côté, les entraîneurs dogmatiques, Guardiola, Marcelo Bielsa, Gasperini. Le terme pragmatique, c'est le terme le plus mal utilisé dans le football. À la base, être pragmatique, ça devrait être quelque chose de positif. On parle là d'une personne lucide, concrète, qui en fonction des situations et des moyens dont elle dispose, s'adapte. Mais dans le football, on utilise ce terme pour justifier les bouillies sans nom que produisent certains entraîneurs. Un entraîneur joue mal et on dit non, il est pragmatique. C'est vrai, il est clivant, ça peut pas plaire à tout le monde, mais il est pragmatique. Comme si être pragmatique, c'était un totem d'immunité, comme si être pragmatique, ça méritait d'être absous de tous ses crimes, comme si être pragmatique, ça dispensait les entraîneurs de chercher à produire du bon football. Et quand je parle de bon football, je ne parle pas de goût personnel, d'appréciation personnelle ou d'un quelconque style. Je ne parle même pas de beau football. Il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football, il manquerait plus que ça. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il y a deux types de football. Le bon football et le mauvais football. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque possession du ballon ou un quelconque style. Vous pouvez parfaitement avoir le ballon et produire un football horrible. Vous pouvez parfaitement renoncer au ballon et produire un football de grande facture. Jouer un bon football, qu'est-ce que c'est? C'est maximiser les qualités de ses propres joueurs, minimiser les défauts de ses propres joueurs, maximiser les défauts de l'adversaire, minimiser les vertus de l'adversaire. Jouer un bon football, c'est être bon quand vous avez le ballon, c'est être bon quand vous n'avez pas le ballon et c'est être bon dans les transitions. Une équipe qui sera très forte sans ballon, mais dès qu'elle a le ballon, elle fait absolument n'importe quoi et ça maximise pas du tout les qualités de ce joueur avec ballon. Elle peut remporter ses matchs 1-0 à chaque fois et être championne à la fin. C'est pas pour autant qu'elle pratiquera un bon football selon moi. Pour illustrer qu'un entraîneur dit pragmatique et pas dispensé de produire du bon football, on va prendre le cas de Roberto Martinez. À la Coupe du Monde 2018, Belgique-Brésil, Martinez, en fonction des forces en présence, il se dit qu'il a meilleur temps d'abandonner le ballon et procéder en contre-attaque. Et ben, ce jour-là, il va être très pragmatique et son équipe de Belgique, elle va produire un football fantastique. Une autre fois, plus tôt dans la compétition, contre le Panama, il évalue les forces et les faiblesses de l'adversaire, ses propres forces et faiblesses, il se dit qu'il a meilleur temps d'avoir le ballon. Encore une fois, il a été très pragmatique et ce jour-là, son équipe de Belgique a joué un bon football. Le bon football, il n'est pas seulement réservé aux entraîneurs qui veulent le ballon. Vous pouvez parfaitement être pragmatique et ne pas vouloir le ballon. Ça ne vous empêche pas de produire du bon football. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. D'une façon plus générale, je suis quand même pour qu'on abandonne ces termes de pragmatique et de dogmatique ou d'idéaliste lorsqu'on parle des entraîneurs. Pourquoi? On va le voir au travers de quelques exemples, je crois que c'est assez parlant. Simeone, tout le monde dit qu'il est pragmatique. Ce serait l'exemple même, l'illustration même du pragmatisme. Et bien, si je vous dis qu'en fait Simeone, plein de fois, il est dogmatique et qu'il a même perdu des titres à cause de ça. Pas plus tard que la saison passée contre Leipzig en Ligue des Champions. Il réfléchit pas trop, il met en place l'approche habituelle, son dogme habituel, un bloc bas, et ce jour-là, ça va être un échec complet. Bielsa, tout le monde dit que c'est l'exemple même de l'entraîneur dogmatique. Et si Bielsa était hyper pragmatique, dans le sens où c'est vrai que des fois il va se prendre des 6-2 contre Manchester United, mais à force de répéter la même approche, à la longue, il sera gagnant. Et ça, c'est très pragmatique, de faire un calcul et de se dire, si je fais ça, à la longue, j'obtiendrai de meilleurs résultats. Même chose pour un Guardiola qu'on traite souvent de dogmatique, et Guardiola d'ailleurs il dit qu'il est pragmatique, c'est l'entraîneur le plus pragmatique du monde. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à son sujet. Un exemple, il y a quelques semaines de ça, contre Chelsea, il a 48% de possession de balle à la mi-temps, il gagne 3-0. Il dit d'ailleurs que lui, il lui a fallu seulement 2 mois sur le banc d'entraîneur, c'était au Barça B, pour se dédogmatiser complètement. En fait, ces termes, ça sert vraiment à mettre les entraîneurs dans des boîtes, à qualifier les entraîneurs et ça apporte pas grand-chose. Aussi parce que vous pouvez avoir un entraîneur qui est hyper pragmatique un jour, complètement dogmatique un autre jour. Ça arrivé plusieurs fois à Mourinho cette saison. Au final, on se perd complètement dans les termes, dans le discours. Ça devient hyper imprécis, on caricature à l'envi et je crois que c'est pas souhaitable. Du coup, abandonnons ces termes. Qu'en pensez-vous? Et puis enfin, une idée très à la mode s'étend dans les médias, l'idée de fin de cycle. Le Real en fin de cycle, le Barça en fin de cycle, l'Atlético il y a 2 ans en fin de cycle, le Bayern il y a quelques mois en fin de cycle, Simeone, Guardiola, Mourinho, ils sont en fin de cycle. Déjà, ça veut dire quoi un cycle?
est-ce que le football fonctionne par cycle? On a l'impression ici qu'on parle de politique ou de plan quinquennal. Le football fonctionne rarement par cycle. C'est plus compliqué que ça, et puis des fois il suffit de l'introduction d'une petite pièce dans la machine pour que tout reparte. L'exemple du Bayern, il est très bon pour ça. On avait vraiment l'impression que le Bayern était en fin de cycle, et puis un nouvel entraîneur arrive sur le banc et tout d'un coup Müller, Boateng, Manuel Neuer retrouve un super niveau, et là personne actuellement oserait dire que le Bayern était en fin de cycle alors qu'il y a à peu près 2 ans il y avait un consensus autour de ça. Je crois que le football est vraiment plus compliqué que ça, le football ne fonctionne pas par cycle, et cette idée de fin de cycle, il faudrait peut-être l'abandonner ou alors bien mieux l'utiliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Vous le savez, avec le temps, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça qui viennent bousculer les pensées reçues. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!